Joël, d'un côté, on fait une tentative de repeuplement des fonds. De l'autre côté, les pêcheurs continuent à faire la cueillette. Comment maintenir une gestion équilibrée ? C'est pas facile. C'est toujours le gros problème au niveau des pêcheries, c'est de maintenir une gestion équilibrée. Le repeuplement, effectivement, c'est une opération, mais qui ne peut être absolument pas dissociée des opérations de gestion, car le repeuplement n'est pas là pour pallier à une mauvaise gestion du stock naturel. Donc la priorité, c'est d'abord d'apprécier les stocks naturels, d'apprécier leur pouvoir reproducteur et d'apprendre à gérer ce stock naturel. Le homard se reproduit, sa taille de première reproduction est à 27 cm. Or, la taille marchande française actuellement est à 23. Elle vient d'être montée à 24 il y a quelque temps. Mais de toute façon, ça ne correspond pas à la taille de première maturité. Donc, on pêche les homards avant qu'il ait eu le temps de se reproduire. Il y a eu sur l'île, ici, la création d'un groupement, qui était un groupement de réflexion un petit peu, et la rencontre de biologistes qui ont fait, tous ces facteurs-là ont fait que ils se sont lancés dans l'aventure du repeuplement homard. Ce sont les pêcheurs de l'île eux-mêmes qui ont pris, disons, l'initiative. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ont pris l'initiative de la construction et c'est eux-mêmes qui l'ont construite. Disons que la construction a débuté en février 72 et des pêcheurs, après leur journée de mer, au lieu de se reposer, ils venaient prendre la pelle et la pioche et construire les closeries. Sur la photo, tous les pêcheurs n'étaient pas sur la photo parce qu'il n'y en a jamais eu assez de place, alors on a fait 102 fois, on n'a pas réussi à mettre tout le monde. Les pêcheurs envisagent les closeries comme une chance de survie pour l'île. Et les homards naissent et sont élevés jusqu'à l'âge de 1 an dans les closeries. Ils sont ensuite immergés. Une minuscule pastille magnétique implantée dans leur corps permet aux biologistes de suivre les résultats de l'opération repeuplement. Le programme repeuplement homard, disons qu'on a actuellement 5 ans pour réussir à démontrer l'efficacité des opérations d'immersion de juvéniles de homards en mer. C'est 5 ans minimum, puisqu'il faut attendre 5 ans avant d'avoir des reprises et des recaptures dans la pêche. Disons qu'on pourra, je pense, valablement tirer un bilan sur le programme homard dans 7 ans, 8 ans. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Si ça ne marche pas, il faudra tirer le bilan. Opération repeuplement peut-être arrêtée. Repeuplement ou aquaculture extensive, il faudra peut-être les arrêter. Donc c'est pour ça que c'est important de prévoir déjà des activités autres et diversifier les activités de manière à pouvoir maintenir l'activité de l'écloserie, qui est une activité au niveau de l'île qui est quand même importante, puisque ça représente des emplois, 4 emplois permanents en dehors du tourisme, c'est quand même important. Toi, tu as une formation scientifique ? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai démarré par un stage à l'écloserie ici, pendant 8 mois. Alors j'ai démarré sur le tas en apprenant avec Joël Orec. Et ensuite, on m'a réembauché à l'écloserie pour l'année, quoi. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, je faisais les travaux, du boulot saisonnier. Je partais en montagne pendant 5 mois en hiver et je revenais à la mer en été. Et ce travail à l'écloserie, ça t'a permis de rester dans l'île ? Oui. Et j'ai eu de la chance quand même de trouver un travail comme je fais. Constitué principalement de 2 bâtiments contenant une série de 10 bacs en béton armé, l'écloserie est actuellement bien rodée. Située loin des zones de pollution, Ouate se prête parfaitement bien à cette opération d'élevage. L'eau de mer y est chimiquement très pure. Une pompe immergée, scellée au pied de la falaise, fournit une eau très propre et très oxygénée, contrôlée régulièrement par les plongeurs sous-marins. L'écloserie est équipée d'un bloc compresseur pour assurer un brassage d'air régulier dans les bassins
et également pour maintenir en charge les bouteilles nécessaires aux plongeurs. L'écloserie est également équipée de divers systèmes de conditionnement de l'eau. Cette eau est très riche en plancton et micro-organismes divers. Il est nécessaire pour certaines productions, par exemple les larves d'huîtres, de filtrer cette eau jusqu'à 1 micron pour éviter toute contamination indésirable. Cette eau peut également être oxygénée à volonté et thermorégulée en permanence de 17 à 27 degrés. Premier problème pour la production de homards, se procurer des géniteurs. Les femelles grainées fournies par les marins pêcheurs sont stockées, les pinces sérieusement enlacées, dans un grand bac. Ces femelles grainées, dont les œufs ont naturellement été fécondés en mer, sont prêtes à pondre. La période de ponte s'étage de mai à septembre. 200 géniteurs sont ainsi stockés chaque année. Un homard porte en moyenne 2000 œufs et on reconnaît leur stade de maturation à leur couleur rougeâtre. En regardant de plus près ces œufs prêts à éclore, on distingue parfaitement la forme de la future larve et plus particulièrement ses yeux et leurs pédoncules, dont on comprend l'importance quand on sait qu'ils contiennent l'essentiel du système nerveux du futur homard. Les stades larvaires du homard sont au nombre de 4. Le stade 1 mesure environ 12 mm. La larve n'a pas de mouvement directionnel propre et nage le dos en bas. Elle est déjà munie de solides pinces, facteurs d'agressivité et de cannibalisme précoce. Le stade 2 est un peu plus grand que le stade précédent et s'indistingue par l'apparition de pléopodes, les pléopodes étant ces petits embryons de pattes situés sous l'abdomen. Le stade 3 est généralement de couleur plus foncée. De taille plus grande, environ 15 mm, ces pinces sont plus développées et pendent lourdement sous le céphalothorax, tandis que les pléopodes sont plus développés. On analyse ici très bien l'anatomie de la jeune larve. Derrière l'œil, dont nous avons déjà noté l'importance quant à son rôle de système nerveux, on note une poche animée de contractions régulières. C'est en fait l'estomac, et sur ce sujet, on peut distinguer une petite masse sombre, c'est le bol alimentaire qui est en cours de digestion. Cette seconde jeune larve présente les mêmes contractions de l'appareil digestif, mais ici l'estomac est vide, ce qui peut être une raison suffisante pour pousser cette jeune larve au cannibalisme. À ce stade apparaît également une diversification des pédoncules du telson, la palette natatoire de l'extrémité de la queue. Au départ, en effet, la queue du homard ne porte qu'un seul pédoncule. Celui-ci a d'ailleurs été victime d'un congénère cannibale. Nous voyons ici apparaître, en haut et à gauche de l'écran, un embryon de second pédoncule. Au centre, cet orifice qui s'ouvre au rythme des contractions de l'appareil digestif, c'est l'anus. Ceci sont les contractions de tout le tube digestif. Le telson est ici admirablement pédonculé et l'on distingue les 5 lobes qui caractérisent le homard adulte. Comme dans tout élevage, la nourriture est un souci permanent. Le krill sert de nourriture de base. Ce krill est constitué de petites crevettes pélagiques, c'est-à-dire vivant au grand large, pêchées par des chalutiers soviétiques et congelées à bord. Finement broyé, ce krill, riche en oligo-éléments, est distribué 4 fois par jour aux larves. Il nous faut utiliser le microscope pour découvrir les Artemia salina, qui sont un autre aliment de choix pour les petits homards. Ces petits crustacés, qui éclosent en une dizaine d'heures, constituent un excellent apport de nourriture vivante. La larve de homard en est très friande et se jette littéralement sur ces Artemia. Elle en consomme quelques dizaines par jour. On voit ici de très jeunes Artemia qui viennent d'éclore. Quelques œufs non éclos se trouvent encore au milieu des jeunes, bien vivants, qui déploient toute leur énergie pour un combat pour la vie,
qui risque pour eux malheureusement d'être très bref. À ce stade, le bébé homard, délicatement pêché à l'épuisette à la surface du bassin, en vue de son immersion prochaine, a déjà la morphologie et le comportement du homard adulte. Il se déplace ventre en bas et pince en avant et commence à chercher refuge dans les abris. Le cannibalisme reste le problème numéro 1 de l'élevage des larves de homard. Seule une nourriture suffisante en quantité et bien équilibrée peut l'éviter. Mais il ne faut pas non plus de nourriture en excès, ce qui aurait pour fâcheuse conséquence de polluer l'eau des bassins et d'augmenter la mortalité. En mer, les taux de survie sont très bas. Seuls 4% des larves émises au stade 1 atteignent le stade benthique, c'est-à-dire le stade de vie en profondeur. La mortalité est due à l'action des prédateurs, poissons et oiseaux de mer, la larve de homard vivant près de la surface durant les premiers stades. La dispersion par les courants marins, le manque de nourriture, sont d'autres causes de mortalité des larves. En écloserie, les taux de survie à ce stade oscillent entre 25 et 80%. L'écloserie produit ainsi annuellement de 100 à 150 000 petits homards. Ces petits homards, enfermés dans des sacs plastiques gonflés à l'oxygène, sont immergés sur les lieux reconnus au préalable par les pêcheurs et aménagés éventuellement de briques creuses, leur servant d'abri artificiel. Ils sont progressivement ramenés à la température de l'eau du large et descendus directement par les plongeurs au fond de la mer et libérés dans leur milieu naturel, très près d'une zone d'habitat favorable pour minimiser les risques pendant la période de réadaptation. Malgré la tenue rigoureuse de fiches d'immersion et de fiches de pêche dans les zones contrôlées, il est trop tôt pour conclure à la réussite du programme de repeuplement des fonds en homard. Le homard met en effet de 5 à 6 ans pour atteindre la taille commerciale. Cependant, la grande leçon que l'on peut en tirer, c'est que les pêcheurs ont décidé de commencer à ensemencer la mer et à la gérer rationnellement. On est en train de passer d'une économie de cueillette à une économie d'élevage. Peut-être, dans un proche avenir, le homard proliférera-t-il sur les côtes comme au bon vieux temps. La production du naissin d'huître est une autre branche de l'activité de l'écloserie de Watt. Les bacs alignés au fond de cette salle contiennent les géniteurs de différentes variétés. C'est l'huître plate, Ostrea edulis, menacée de disparition par l'épizootie actuelle, qui nous intéresse plus particulièrement. Il est en effet possible en écloserie de procéder à une sélection génétique et d'obtenir ainsi des individus à croissance plus rapide et qui pourraient être immunisés contre certaines maladies. La production de naissin d'huître demande des installations bien spécifiques. Les larves s'alimentent exclusivement de plancton végétal ou phytoplancton. Une salle consacrée à la culture des différentes variétés d'algues est donc nécessaire. La bouche d'une larve d'huître à sa naissance est de l'ordre de 8 microns. Il faut donc cultiver des espèces qu'elle puisse absorber. Les cultures étant unicellulaires, il est très important d'éviter tout mélange. Chaque flacon est donc numéroté et indique le nom du plancton cultivé et la date de la manipulation. Les manipulations à la flamme se font selon des normes antibactériennes bien précises. Cette salle climatisée, où règne une température constante, est d'autre part éclairée par différents types de tubes de néon. Un éclairage aux longueurs d'onde adéquates provoque des croissances exponentielles des cellules de plancton. On arrive ainsi à avoir des densités de 7 à 140 millions de cellules par centimètre cube en ensemençant des flacons et des bacs allant de 200 cm3 à 500, voire même 1000 litres. Chaque jour, on procède au contrôle des cultures. On vérifie en particulier leur contamination éventuelle et l'on procède à leur comptage.
Divers planctons sont cultivés en fonction de leur taille et de leur qualité nutritive. Isochrysis galvana, Nanochloris oculata, et le troisième caractérisé par ses 3 cornes, le Phaeodactylum tricornatum. L'eau destinée aux cultures d'algues subit un traitement bien spécifique. Elle est filtrée à 1 micron, puis enrichie de sels minéraux, traces de métaux et vitamines. Puis cette eau est autoclavée à 120 degrés pendant 20 minutes. Une fois refroidi, on inocule le flacon grâce à une souche de plancton dont la densité a atteint son maximum. Pour être opérationnelle, une écloserie doit disposer de géniteurs prêts à pondre en toute saison. Ces Chrasostrea gigas, plus connus sous le nom d'huîtres japonaises, vont pondre pratiquement à longueur d'année. On arrive à les faire pondre en jouant sur la température et la nourriture. Quand les géniteurs sont supposés matures, on provoque un choc thermique de 20 à 30 degrés. Généralement, la pente commence dans le quart d'heure qui suit. La femelle émet des œufs par saccades très régulièrement espacées, environ toutes les 12 à 15 secondes. Elle peut pondre plus de 100 millions d'œufs à la fois. On voit d'ailleurs ces myriades d'ovules flottant dans l'eau autour de l'huître mère. Le mâle, quant à lui, émet régulièrement du sperme, dont seulement quelques centimètres cubes serviront à féconder les ovules émises par la femelle. La fécondation s'effectue en une demi-heure et alors commence la division cellulaire qui donne 24 heures plus tard, à 25 degrés, les stades trochophores caractérisés par la double couronne de cils et des larves véligères dont la taille voisine 90 microns pour l'huître gigas et 200 microns pour l'huître edulis. Ces huîtres sont au stade D. Elles présentent en effet un bord rectiligne sur un côté qui est l'amorce de la future charnière. Le vélum leur sert à la fois à attirer le plancton et à se mouvoir dans l'eau du bassin d'élevage. Ces larves ont déjà 2 valves, mais contrairement à ce que sera l'huître adulte, les 2 valves sont ici tout à fait symétriques et très convexes, les faisant ressembler davantage à des coques qu'à des huîtres. À ce stade, elles ont un système digestif complet. Elles se nourrissent de plancton, d'abord de petite taille, puis au fur et à mesure de leur croissance de cellules plus grosses. On élève en général les larves à des densités oscillant, suivant l'âge, de 10 000 à 1000 larves au litre. Plus la larve grandit, plus elle consomme de nourriture et demande alors un très grand soin. On a pu remarquer que les larves d'huîtres plates du banc naturel de Watt étaient d'une taille supérieure de 10% aux larves provenant des gisements voisins. Est-on en présence d'une variété d'huîtres plates? Puis vient la période de fixation. Il faut alors préparer les collecteurs. L'ostréiculture traditionnelle utilise les tuiles chaulées. À Watt, nous utilisons des films de polyester que l'on couche au fond de tables spéciales. L'étape de fixation est extrêmement importante dans la vie de la jeune huître et conditionne à elle seule toutes les méthodes d'élevage. Toute larve d'huître doit se fixer impérativement à un support quelconque pour se métamorphoser. Elle émet pendant une courte période un pédoncule très mobile que l'on appelle le pied, qui palpe l'environnement à la recherche d'un corps sur lequel elle puisse se fixer. La présence du point noir, appelé l'œil, annonce que la larve est prête à se fixer. Cet œil approche alors 300 microns. Cette coquille vide au centre permet de se rendre compte qu'à ce stade, la forme de la coquille de l'huître n'a rien à voir avec sa forme adulte définitive. Ces tables sont remplies d'eau et enrichies de plancton. Les larves, après un lavage méticuleux, sont disposées dans les tables de fixation. Environ 80% des larves atteignent ce stade.
La fixation s'effectue en quelques heures. La larve se cimente littéralement au film de polyester. On retire la feuille délicatement et on la fixe à un cadre. On compte en général une huître fixée au centimètre carré, voire 2. Le cadre support sera ensuite suspendu dans un bac de pré-grossissement alimenté en plancton. « 15 jours plus tard, le naissin ressemble déjà à une huître. Il s'est écrasé sur la feuille et atteint quelques 5 mm en 3 semaines. Cette méthode de fixation est très efficace. 90% des larves cueillies se fixent sur le support. Le stockage vertical est très commode et la croissance du naissin est fonction de l'apport en nourriture. Chaque feuille contient de 5 à 10 000 naissins. Il est ensuite très facile de détroquer le naissin. Il se décolle à la main ou au jet d'eau. Ce jeune naissin, détaché de tout support, que l'on appelle naissin 1 à 1, est ensuite mis en bac plus grand, alimenté en eau de mer naturelle courante, enrichi en plancton. La croissance est très rapide et l'on peut obtenir du naissin de 15 mm en 1 mois, que l'on habitue peu à peu à passer à l'atmosphère feutrée de l'écloserie au milieu naturel. L'écloserie de Watt a produit durant l'été dernier 10 millions de naissins par mois. Mais outre sa capacité de production, il faut considérer la possibilité d'effectuer une sélection en gardant le naissin ayant la meilleure croissance et en faisant les futurs reproducteurs. L'avenir de l'huître plate, tant prisée des gourmets, en dépend peut-être. Ainsi, malgré les modestes moyens, l'écloserie de Watt est à même de jouer plusieurs rôles. Le repeuplement des fonds en homards et la restructuration des élevages d'huîtres.